qu'est-ce que je suis en train de faire là? Donc c'est un enduit sur... Donc c'est un enduit à la chaux. Donc qui est composé de... Alors de 8 volumes de sable, un volume de chaux hydraulique, 2 volumes de chaux hydraulique, pardon, et un volume de chaux aérienne. Alors pourquoi je fais un mélange de chaux hydraulique et de chaux aérienne? Parce que la chaux hydraulique, elle a une bonne résistance à l'impact. La chaux aérienne, elle a plus de souplesse. Donc là, en mélangeant les deux, on a un petit peu la propriété des deux. Donc c'est intéressant parce que le support, c'est des panneaux de fibres de bois. Alors, avant de commencer à enduire, la première chose à faire, c'est de détremper, enfin, d'arroser beaucoup les panneaux, de manière à ce qu'ils s'imbibent un petit peu et que l'enduit ne grille pas. C'est-à-dire que si on n'arrose pas, les panneaux vont pomper toute l'eau de l'enduit. Dès qu'on le met, il va se décrocher. Donc en faisant ça, on a une assez bonne accroche, c'est-à-dire que il se marie bien. Alors, comme c'est un support discontinu, hein, là c'est des petits panneaux qui font 60 cm par 1,20 m, et que bon, il peut y avoir des petits mouvements. Ce qu'on fait, c'est qu'on, dans la première couche que je suis en train de faire là, on inclut une trame de fibre de verre, qu'on voit là, elle dépasse un petit peu là. Donc en fait on étale une première couche qui fait entre 5 et 10 mm d'enduit, et on va venir maroufler, donc intégrer cette grille à l'intérieur. Ça permet en fait d'éviter qu'il y ait la fissuration au joint. Alors puisque j'en parle, je vais le faire. Voilà. Donc, il faut aller assez vite parce que ça dépend de la météo évidemment. Mais là ça sèche assez rapidement quand même. Donc on essaye qu'il y ait un petit recouvrement de 5 à 10 cm à peu près. Voilà. Donc là qui est à peu près comme ça. Le démarrage n'est pas facile. Et on vient écraser la trame dans l'enduit. En essayant toujours d'aller de l'intérieur vers l'extérieur pour ne pas faire de plis. Et là, l'épaisseur de ton premier enduit, là, c'est combien? C'est à peine 1 cm, je pense. Alors, sachant quand même que une fois que j'aurai mis la trame, voilà, là, je la colle, à peu près. Là, c'est plus rapide, donc il faut aller vite quand même. Voilà, là, je vais remettre un petit peu d'enduit par-dessus pour bien noyer la trame dans l'enduit. Voilà. C'est assez vite, hein. Chacun sa technique. Je laisse la caloche en dessous pour récupérer ce qui tombe. Voilà. Alors ça évidemment, ça n'est que la première couche. Donc cette première couche, on va dire, c'est le corps d'enduit, c'est ce qui fait la rigidité, la force de l'enduit, on va dire. Il y aura une couche de finition que je ferai demain, qui est fait quand même à frais, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la première couche est totalement séchée, mais bon, avec la chaux ça met un certain temps quand même. Donc cette deuxième couche, elle sera réalisée en fait pour recréer. Il y a deux choses. Alors, je m'organise dans l'argumentaire. Pour surfacer l'enduit, donc qu'il soit à peu près plat, on utilise une petite éponge comme ça, peut-être pour, qu'on humidifie un petit peu. Voilà.
Ça permet de surfacer l'enduit. Alors, cette partie-là, je viens de la faire, elle est trop fraîche, il faut attendre que ça commence à durcir un peu, là c'est le cas. Et on fait simplement ce mouvement-là, sans trop appuyer. Voilà. Donc ça permet d'égaliser, et surtout ça fait ressortir le grain. Et donc ça crée une accroche mécanique intéressante pour la couche d'après. Voilà. C'est assez vite, hein. Faut pas trop appuyer, parce que là l'enduit est quand même encore assez frais. Voilà, pour la couche de finition. Alors pour la couche de finition, il faut, pour avoir une accroche correcte, il faut moins charger en chaud, hein, au niveau des dosages. Et elle sera faite uniquement avec de la chaux aérienne, hein, parce qu'elle se travaille mieux, parce qu'elle prend très lentement. Et puis parce que ça fait une belle finition. Elle sera ferrée, serrée, donc ça fait une bonne étanchéité à l'eau. Et puis il y a des moirages très jolis qui apparaissent avec le passage de l'outil. Pourquoi l'outil c'est ça, hein, c'est ce qu'on appelle une lisseuse. Donc c'est de l'inox. Et la manipulation est très simple en fait. Donc, on prend un petit peu d'enduit, on l'étale, et après, ce qui fait toute la difficulté, c'est de trouver un angle, pas le mettre trop à plat, ni trop comme ça, un angle de 10 degrés à peu près. Si on se met trop à plat, ça fait tout, ça arrache l'enduit. Si on se met trop comme ça gratte, ça va pas non plus. Donc il faut trouver le juste milieu. Faire un petit coup de main après, une fois qu'on l'a, on est parti pour en faire des milliers de mètres carrés. Voilà. Je pense que là on a fait le tour. Ok. D'autres questions? Pas pour l'instant, merci. Ah si, on peut. Ah si, j'ai oublié un truc. On peut parler du profilé de départ. Hein. Oui. Alors en fait, là, c'est un petit peu du bricolage, mais c'est simplement des profilés à carrelage. Pour finir le carrelage, par exemple, pour les nez de marche. Donc là, l'enduit va s'arrêter dessus. Parce qu'en fait, évidemment, la fibre de bois, par rapport au sous-bassement, elle est décollée. Ok, donc ça va être pour protéger finalement le Voilà. pied de mur. Pour avoir une finition propre et éviter qu'il puisse y avoir des chocs dans l'enduit dus au pied, ce genre de choses. Ok. Voilà. Très bien. Et en partie haute, tu as une baguette aussi? Non, là j'ai fait une lisse en bois. Ok. Voilà, donc là aussi qui va protéger l'enduit. Oui, après je ferai sans doute une zinguerie, une petite goutte d'eau par-dessus. Voilà. Okay. C'est vrai qu'à la jonction entre le bois et l'enduit, de toute façon, c'est deux matériaux très différents, donc ça va se disjoindre un petit peu. Donc là il y aura une petite couvertine à la fin. En fait c'est vrai que sur ce genre de mur, où finalement on est sur un support souple, même le bois, effectivement, il y a une certaine élasticité. C'est surtout les détails qui sont les plus pénibles à gérer. Hein. Raccord entre pré-cadre des menuiseries et... Donc, effectivement, là on n'a pas de... On va s'arrêter net. Là, évidemment, une fois que ce sera fini, je couperai ça proprement. Tout ce qui dépasse. Hein. Et ici, on a des pré-cadres, donc ce sont des planches en bois, tout simplement, en châtaignier, qui viendront ici. Donc l'enduit va venir s'arrêter dessus. Simplement, à la jonction, là aussi, comme c'est deux matériaux différents, il faut leur laisser faire un joint de dilatation, qui sera un cordon de joint acrylique, en fait. Hein. Voilà. Donc en fait, il faut arrêter la couche de finition, il faudra l'arrêter un petit peu en biseau, comme ça, de manière à ce que la jonction avec la planche qui sera là fasse un V qu'on remplira avec un joint acrylique. Voilà, de manière à ce qu'il n'y ait pas de fissuration qui se produise sur l'enduit. Voilà, là, autre
Petite particularité, c'est que là, l'ossature à l'intérieur n'est pas porteuse. Donc c'est des toutes petites sections. C'est des montants de 5 par 7. Et en fait, l'isolant, c'est pas la fibre de bois, c'est la paille qui viendra ici. Donc en général, c'est vrai que là c'est un cas un peu particulier, mais la fibre de bois, on sent, qui fait 40 mm ici, c'est l'isolant extérieur. Mais là, il se trouve qu'en pied de, on le voit ici, le profilé, il est percé, donc cette lame d'air ici, elle sera ventilée. J'ai fait quelques trous là. Voilà. Pour avoir un minimum de ventilation, on va dire. Ce qui n'est pas a priori indispensable C'est vu pas la mise en œuvre indispensable parce qu'on conserve effectivement une certaine perspirance avec la fibre de bois. Mais vu le montage qu'il y a ici, je préfère pouvoir quand même évacuer un minimum l'air qui sera ici. On évite toute possibilité de condensation. Voilà. Donc évidemment il y a une ventilation haute aussi. Voilà. Alors ça c'est intéressant comme on est sur un mur-bois. Ce qui est intéressant aussi c'est de ventiler la façade. Pour le confort d'été c'est quand même c'est pas mal. Alors là, tu fais l'enduit de finition. Ouais. Donc ça c'est la couche de finition. Alors le mode opérateur est à peu près le même que la première couche. Simplement, là on n'a pas besoin, il y a déjà une trame, hein, ça va un petit peu plus vite. Parce qu'on n'a pas besoin d'inclure la fibre de verre dedans. Voilà. Alors pour la mise en œuvre, c'est assez simple. Hein. On va simplement, c'est le même procédé, on en prend un petit peu, plouf, on plaque et on étale. Alors le but là c'est de faire un plat grossier avec la lisseuse, pas parfait. Donc on fait une petite portion, 1 ou 2 mètres carrés suivant la température. Dès que ça commence à tirer, là c'est presque déjà le cas ici, on va attendre encore un peu, il va falloir éponger. Comme finalement la première couche. Donc ça va permettre de faire du plat. La différence c'est que là, ça fait du plat et ça fait ressortir le grain, mais cette fois-ci on va ferrer l'enduit, c'est-à-dire que le grain qui ressortira, on va l'écraser à la lisseuse. Voilà, pour avoir cet aspect-là. Donc il y a très peu, il y a presque plus de grain et d'émoirage qui commencent à apparaître. Et on fait avec le passage de l'outil, voilà, ça, on fait ressortir la fine qui a tendance à bien serrer l'enduit, boucher les trous. Donc ça c'est un petit peu long à faire, hein. C'est pas une obligation parce qu'on pourrait laisser le grain aussi, hein. Mais c'est vrai qu'avec la chaux, tasser comme ça l'enduit lui donne une meilleure longévité. Voilà. Et la composition de cet enduit? Alors la composition du mortier, on dose un petit peu moins en chaux, hein. Donc là j'avais 3 volumes de chaux pour 8 volumes de sable la dernière fois. Là j'ai mis 3 pour 9, bon 9 un peu plus même. Donc 3 volumes de chaux pour 9 à 10 de sable. Ça c'est aussi le fait de moins doser, ça permet
chimiquement d'avoir une bonne accroche sur la couche d'avant. Hein. Ce qu'il y a aussi, c'est que moins l'enduit, le mortier est dosé en chaud et moins il aura tendance à fissurer. Donc la couche de finition, il ne faut pas qu'elle soit trop dosée. Hein. Là, la chaux, c'est pas la même. Je faisais un mélange de chaux aérienne et de chaux hydraulique dans la première couche. La chaux aérienne, c'est ce qu'on appelle la CL90 et la chaux hydraulique, c'est de la NHL 3,5. Là, je ne mets que de la chaux aérienne, en fait, hein, que de la CL90. Parce qu'elle se travaille beaucoup mieux, c'est une chaux qui est plus décorative. On a plus de temps pour travailler l'enduit aussi. Donc c'est parfait pour la couche de finition. D'accord. Voilà. Et donc, au niveau climat, est-ce que cette couche de finition, cet enduit chaud peut se passer n'importe quelle oui, non, effectivement, période? La période est importante. Parce qu'en fait, pour pouvoir, que ce soit la couche de finition ou d'ailleurs la première couche, hein, c'est pareil, pour pouvoir travailler à la chaux, il faut absolument être hors gel, hyper important, et idéalement entre 10 et 15 degrés. Quoi, hein. Après, à 5 degrés, au-dessous de 5 degrés, ça se travaille plus, ça prend plus. Donc il faut être forcément au-dessus de 5. Disons que la température optimale, c'est entre 10 et 15 degrés. Puis on peut aller jusqu'à 25 degrés, mais il faut aller vite, quoi. C'est beaucoup plus dur. Hein. Et il faut éviter de travailler en plein soleil aussi. Parce que là, ça fait sécher beaucoup plus vite. Hein. Donc évidemment, ça a des conséquences. Hein. Ça veut dire que comme il faut être hors gel pour le lieu où on se trouve, on peut travailler jusqu'à peu près à début novembre. Comme il ne faut pas qu'il fasse trop chaud, il faut attendre mi-septembre à peu près pour pouvoir recommencer. Et puis, ou alors le faire au printemps, c'est-à-dire après être sûr d'être sorti des périodes de gel. Donc ça veut dire fin mars. Et puis en début mai, ça devient compliqué parce qu'il fait trop chaud. Donc en gros, ça veut dire qu'on a une période de 3... Oui, il y a 3 à 4 mois dans l'année où c'est jouable. D'accord. C'est pas la peine d'essayer au mois de juillet, on est sûr de rater, quoi. D'accord, donc on a quand même cette contrainte-là par rapport à un enduit. Oui, puis alors le fait aussi que la chaux va en fait doucement, avec l'oxygène de l'air, elle va ce qu'on appelle carbonater, c'est-à-dire qu'elle va absorber des atomes d'oxygène et se transformer petit à petit. Hein. Donc à la fin c'est du calcaire. Hein. Alors, en fait la chaux c'est du calcaire qu'on a cuit. Donc là, en lui donnant de l'eau plus l'oxygène de l'air, ça va redonner du calcaire, mais ça met du temps. C'est-à-dire que là, la carbonatation de la chaux dans un obus, il faut compter à peu près 5 semaines. Sachant qu'évidemment les 8-10 premiers jours, tant que l'eau n'est pas suffisamment ressortie, il ne faut surtout pas de gel. Parce que alors là, le problème c'est que l'eau contenue dans l'enduit gèle, ça stoppe toute la réaction et l'enduit n'a plus aucune tenue mécanique, il s'effrite. Là il faut gratter, tout refaire. Et en température, disons, pas extrême, température assez classique, il faut combien de temps pour que l'enduit sèche? Alors pour qu'il sèche en surface, il faudra peut-être à peu près 48 heures. Pour qu'il sèche, que l'eau soit à peu près, pas complètement partie, mais ça commence à faire une bonne croûte, où on commence à avoir une bonne dureté, mécaniquement ça commence à être un peu plus résistant à l'impact, il faut 8-10 jours, et puis donc 5 semaines pour que le séchage, la carbonatation se fasse complètement. D'accord. Voilà. Et au niveau des teintes, comment est-ce qu'on obtient la teinte désirée avec ce type d'enduit? Alors là, la teinte désirée, en fait, le plus simple, et c'est ce que j'ai fait ici, c'est de choisir la teinte du sable. Hein. Donc ça veut dire qu'on met simplement de la chaux et du sable, il n'y a pas de pigment. Donc on choisit un sable, là j'ai pris un sable jaune orangé qui est assez sympa.
et qui donne une fois l'enduit sec un ton pierre clair qui est assez qui est correct. Donc le plus simple c'est de faire ça. Donc de ne pas mettre de pigments. Alors on peut mettre des pigments, ça c'est pas un problème. Mais dans ce cas-là, évidemment on ne pigmente que la dernière couche. Ça ne sert à rien de pigmenter la première. Ça ne pas de toute façon. Donc simplement les pigments, il faut savoir que là la teinte qu'on voit, c'est pas la teinte finale, puisque l'enduit n'est pas sec. Donc il faut bien comprendre qu'il va perdre à peu près 50% de son intensité de teinte, sa saturation de couleur. Voilà, donc il va vraiment éclaircir. Voilà. On le voit un petit peu sur la première couche d'ailleurs, qui a commencé un petit peu à sécher. Oui, encore là, c'est pas la teinte finale, ce sera encore un peu différent. D'accord, donc il y a une grosse différence de teinte avant et après séchage, ce qui est moins le cas lorsqu'on met un pigment. On a assez rapidement une teinte finale. De toute façon, même avec des pigments, en général c'est des ocres, des terres colorantes, on ne peut pas avoir des teintes très très foncées avec de la chaux. Donc ça reste des teintes un peu pastel, ocre clair. Des tons naturels, on ne peut pas avoir effectivement. Oui, tout à fait, des tons naturels. D'accord. Sinon, c'est vrai que si on veut ajouter des pigments, il ne faut pas se tromper, donc il faut être sûr de ses dosages. Ça veut dire qu'il faut faire des essais avant, clairement. Donc on en fait 1 mètre carré sur un panneau quelque part, qu'on va gratter après par exemple. On le laisse sécher complètement pour avoir une idée de la teinte. Il ne faut pas faire des tout petits échantillons parce qu'on ne se rend pas du tout compte de la teinte. On a tendance à faire trop foncé quand on ne fait pas assez de teinte. Et puis, bon, quand on va ajouter des pigments, le mieux, comme on travaille avec la chaux aérienne, c'est de faire la totalité de l'enduit qu'on va mettre dans des bacs, des poubelles. Donc il faut bien calculer, on fait la totalité de l'enduit en une fois. Et qu'on mélange, qu'on brasse bien, ça permet d'avoir une teinte homogène. Et si on se trompe un tout petit peu, parce que si on le faisait en plusieurs fois, qu'on se trompe un tout petit peu sur les dosages, ça risque de se voir au raccord. Donc là, le mieux, c'est de faire la totalité de l'enduit en une fois. Et l'intérêt justement de la chaux aérienne pour ça, c'est que quand on en fait par exemple une grande poubelle de 75 litres, il suffit de recouvrir de 5 cm d'eau et le mortier ne prendra pas. Tant parce que la chaux aérienne, si elle porte ce nom-là, c'est qu'elle ne prend que contact de l'oxygène de l'air. D'accord, donc on peut faire son enduit en plusieurs jours, de façon fractionnée. On commence par brasser, par mélanger tout le stock. Bon là c'est pas ce que j'ai fait puisque en fait je fais juste un mélange avec du sable et de la chaux, donc je ne peux pas me tromper. Mais si j'avais mis des pigments, effectivement j'aurais préparé tout l'enduit en une fois. D'accord. Sans pas avoir de soucis de raccord. Donc là on parle d'un enduit, d'une teinte, d'un pigment réalisé dans l'épaisseur de l'enduit. Voilà, il y a d'autres solutions on aussi. On teinte dans la masse. Ouais. Voilà. Ouais. Alors c'est vrai que il y a des petits trucs à connaître aussi pour que les pigments se répartissent bien dans le mortier. En général, ce qu'on va rajouter, c'est un petit peu de savon liquide. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. C'est une giclée dans une bétonnière, c'est tout. Donc ça peut être du produit à vaisselle aussi. Ça contient des tensions actives, ça a tendance à répartir la fine homogènement autour des grains. Le mélange se fera mieux. Ce qu'on met aussi parfois, pas complètement une obligation, mais ça permet, comme c'est des terres colorantes, ça permet d'éviter que ça se délave trop vite en surface avec le ruissellement. On va mettre un fixateur. Le fixateur en général, c'est des résines souvent. Alors, on peut utiliser du méthylcellulose, c'est de la colle à papier peint. Donc, par rapport au volume de la chaux qu'on prend comme référence, quand on met dans le mortier, on en met 2 à 3% à peu près, quoi. Ça suffit. Bon, après, il y a d'autres fixateurs qui sont des résines acryliques.
Ça, on en trouve chez tous les marchands de matériaux, hein, c'est de la chimie bien connue, quoi. Enfin, on va citer de marque, mais voilà. Enfin, il y en a une connue qui commence par C, qui finit par K, je crois. Voilà. Donc on en met un bouchon ou deux dans une bétonnière. Bon, alors le problème de ça, effectivement, ça va fixer bien le pigment, mais ça a tendance à étanchéifier aussi l'enduit. Alors, donc c'est à utiliser vraiment avec modération, quoi. C'est pour ça que la colle à papier peint est peut-être plus indiquée quand même. Parce qu'en fait, là notre cas de figure, effectivement, c'est un enduit sur une fibre de bois qui est ventillée derrière. Donc à la limite, là j'aurais pu mettre beaucoup de fixateurs, ça ne change pas grand chose parce que la perméabilité, la perméance de l'enduit, le fait qu'il soit capable d'évacuer la vapeur d'eau, ça n'a pas beaucoup d'importance. Si on avait une isolation continue, jusqu'au mur, jusqu'au parement intérieur du mur, là ce serait différent. Là il faudra faire attention. D'accord. Oui, et donc l'autre que je peux dire aussi, parce que j'en parle, ça peut sembler un peu étonnant d'utiliser une fibre de bois qui est un isolant, et en principe assez cher, pour un support d'enduit. Si on ventile derrière, c'est pas très logique. Donc j'aurais très bien pu remplacer la fibre de bois par un simple latis. Un latis, donc des petites lattes en bois sur lesquelles on aurait pu enduire, ça tient très bien aussi, hein, ça marche aussi. Simplement le latis, il faut le faire au cloueur, ça prend un certain temps, et là la fibre de bois c'était un vieux stock qui traînait chez un marchand de matériaux que j'ai eu pour presque rien, donc voilà. Et puis ça permettait aussi d'enduire à la chaux sur de la fibre de bois, ce qui se fait très rarement, quoi. D'accord, donc c'est pas une technique classique de mettre un enduit chaud sur de la fibre de bois. Non, alors il y a plusieurs raisons à ça. Bien que ça se fasse très bien, hein, c'est pas le problème, mais en fait on trouve des enduits qui sont tout prêts, qui sont des enduits minces pour la fibre de bois et la plupart des isolants. Moi que j'aime pas du tout parce que c'est des enduits industriels qui vont être quand même assez respirants, mais beaucoup moins que ce qu'on peut obtenir avec de la chaux. Et surtout, qui esthétiquement, moi, je trouve ça assez médiocre. Bon, ici, on cherche quand même à voir ce qui fait le cachet d'un enduit comme ça. C'est pas la chaux elle-même, c'est plutôt la façon dont on la travaille. Donc c'est la main de l'homme finalement qui va travailler cet enduit, qui va le serrer. On a des moirages, des reflets. Voilà. On n'a pas avec un enduit. Tandis que sur les enduits minces qu'on trouve dans le commerce, c'est la main de l'homme finalement. C'est des produits qui servent à économiser de la main d'œuvre. Donc ça va vite. Il coûte cher par contre. L'autre avantage de la chaux, c'est que en matériaux, ça me revient à 4 ou 5 fois moins cher. C'est quand même intéressant. Par contre, évidemment, ça met beaucoup plus de temps. Parce qu'il faut travailler l'enduit, donc moi je pense que en temps on double pratiquement, quoi. Donc c'est vrai que si on fait faire un enduit comme ça va, comme c'est la main d'œuvre qui coûte cher dans le bâtiment, ça reviendra plus cher. Par contre le résultat est quand même esthétiquement bien supérieur, à mon avis. Bon, ça dépend aussi du projet, hein. C'est vrai que si on veut un grain très régulier, quelque chose d'assez uniforme, presque une peinture, hein, même les enduits peuvent se peindre, effectivement ces enduits-là sont peut-être plus appropriés, quoi. Les enduits du commerce. Voilà, ouais. Moi c'est vrai que là du coup je cherche plutôt un peu le contraire, quoi. Alors quelque chose d'un petit peu comment dire, on voit, disons que on voit le travail de D'accord. Donc on revient sur les techniques peut-être
sur les teintes, techniques de teinte de l'enduit. Donc on a parlé d'enduit, de la teinte dans la masse. Ouais. Il y a aussi une deuxième technique qui peut se faire éventuellement, même si c'est pas tout à fait le même rendu. Oui. C'est donc le badigeon. Ah mais c'est vrai. Absolument. Oui, alors là, oui, c'est vrai que ça c'est une autre option qui est plus simple, qui ne permet pas vraiment, enfin, sûr de ne pas se planter, c'est-à-dire qu'on fait un enduit, du coup, il vaut mieux mettre, il faut partir sur une base de sable blanc, gris, enfin blanc plutôt, quoi, ce qui donnera un gris très clair au final, parce que le sable blanc n'est pas vraiment tout à fait blanc. Donc ça fait un fond, et dessus, donc on peut le lisser, ou l'éponger et simplement garder du grain. Hein. Simplement, si on considère qu'on garde du grain, on le laisse sécher entre 24 et 48 heures et rapidement on enlève le grain qui va tomber. Voilà. Simplement en frottant légèrement. Quoi. Et puis ensuite, effectivement, on peut faire un badigeon à la chaux. Donc là, on va utiliser la chaux aérienne, c'est le mieux. Et en fait, on l'utilise exactement comme une peinture. Hein. Donc la composition, un volume de chaux, 2 volumes d'eau. Si on le fait à frais, c'est-à-dire rapidement après avoir fait l'enduit, ça veut dire dans les, s'il ne fait pas trop chaud, c'est dans les 48 heures. Hein. On peut pratiquement ne pas utiliser de fixateur. Hein. Donc oui, alors je dis évidemment chaud et eau, il faut rajouter les pigments aussi, jusqu'à 20 à 30% de la chaux qu'on a mis. Au-delà, ça ne sert plus à rien, quoi, hein. Ça ne teintera pas plus, de toute façon. Et puis alors, là, on mélange bien. Éventuellement, on rajoute du fixateur, mais c'est pas une obligation, si on le fait à frais. Et puis ensuite, avec une brosse à badigeon, qui est un gros pinceau bien large, on va étaler en faisant des mouvements de manière à effacer les traits. Et en évitant les coulures. Et en évitant les coulures, voilà, ouais. On va étaler cette peinture qui ne coûte pas grand-chose finalement. La chaux et l'eau, ça vaut presque rien. Quoi. Du coup, là, on ne teinte pas dans la masse, ça revient un petit peu à faire une peinture par-dessus l'enduit. Voilà, donc le résultat n'est pas tout à fait le même parce qu'on peut moins obtenir ces patines qu'on a sur un enduit voilà, teinté dans la masse. Simplement, le badigeon, ça, il ne va pas être couvrant. Il y a quand même des moirages, des nuances qui apparaissent. C'est assez sympa quand même. C'est une technique qui peut être. Enfin, en tout cas, c'est très simple à faire. D'accord. Bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est un badigeon, par contre, avec le temps et l'eau de pluie, il aura tendance à se délaver. Mais bon, après, tous les 10, 15, 20 ans, il faut éventuellement refaire, quoi. Mais c'est rapide à faire, donc c'est pas un gros problème. D'accord. Donc une dernière question là, avant de te laisser finir ce qui manque. Si donc on veut sur ce type d'enduit et donc de finition avec panneaux et isolation donc par l'extérieur, si on veut fixer des éléments sur cette façade, comment est-ce qu'on peut procéder finalement? Alors, bon là ça dépend un petit peu de ce qu'on va fixer. Si c'est des éléments légers, 2 kg, on peut directement fixer dans la fibre de bois dense, comme ça. Donc on fait un trou, il existe des chevilles hélicoïdales en plastique, qui sont très bien pour ça. En fait. Donc qui se vissent, des chevilles qui se vissent. Après évidemment, il n'est pas question de fixer des éléments lourds, mais ça va être pour un petit luminaire extérieur, des trucs qui font 2-3 kg, il y a plus. Bon, c'est des chevilles, il y a des accessoires qui existent pour la fibre de bois là-dessus, mais qui sont durs à trouver. On en trouve aussi pour le béton cellulaire, hein, ça marche aussi. Bon après, si on doit fixer une pergola, enfin quelque chose qui va peser, il n'y a pas 36 solutions, il va falloir traverser la fibre de bois pour aller chercher
le montant. L'élément porteur. Voilà. Donc ça veut dire que là-bas on perce et on va mettre des tiers-fonds qui vont prendre dans le bois qui est derrière. Voilà. D'accord, donc une fois que l'épaisseur du mur est constituée, il vaut mieux donc prendre des repères pour savoir où sont les montants. Savoir où ils sont les... Voilà, pour pouvoir fixer des éléments lourds dessus. Ouais. D'accord. Quitte même au moment où on pose la fibre de bois, si on sait exactement où ce sera, il suffit d'y mettre une vis en repère, quoi. La laisser jusqu'à la fin, quoi. Alors évidemment, pour l'élément qu'on va fixer, il faudra une platine un petit peu large qui vienne appuyer assez homogènement sur l'enduit. Puis il ne faut pas mettre qu'un point de fixation, il faut en mettre 2 voire 4. Sinon ça va forcément jouer autour de l'enduit, puis ça va finir par se rater. D'accord. Donc, avant de vider complètement les batteries, ce serait bien que tu nous montres un petit peu comment est-ce que tu procèdes pour réaliser l'enduit, et notamment... D'ailleurs là il va falloir que je passe l'éponge. Voilà. On va passer l'éponge. Voilà, parce que là ça commence à sécher. Il y a un peu de soleil là qui arrive. Donc là avec une éponge tu vas égaliser la couche que tu viens de passer fraîche. Donc là je fais en fait exactement ce que je faisais sur la première couche, pareil. Voilà. Donc ça fait ressortir le grain. Ça permet d'avoir sensiblement la même épaisseur d'enduit sur le support. Un petit peu trop attendu, mais bon, ça va se faire quand même. Alors au besoin on réhumidifie bien l'éponge. Voilà. Ça c'est la première étape. Malicieuse, voilà. Et ensuite là on va, ce qu'on ne faisait pas sur la première fois évidemment, on va écraser le grain. On écrase le grain et on fait ressortir la fine de l'enduit, Voilà. Qui va finalement se patiner et faire des effets de moirage un peu sur l'enduit Voilà, final. au fur et à mesure qu'on le travaille. Alors bon après il y a des petits coups de main fou aussi parce que quand on faut essayer au fur et à mesure qu'on tasse l'enduit, il faut essayer d'effacer les marques d'outils. Alors quand on fait ça, avec la plantée, ça fait un trait, donc on repasse derrière. Il faut toujours un petit peu croiser comme ça. Là il est encore un tout petit peu frais. Il y a aussi qu'on commence en général plutôt par la périphérique de ce qu'on vient de faire, parce que les bords sèchent toujours plus vite. Et on finit par le milieu. Donc, une dernière petite question. Pour faire ces environ 20 mètres carrés, là, combien de temps il t'a fallu? Pratiquement. Bon, après, j'ai pas travaillé. Faut compter, ouais, je dirais pas loin de
Plus de 20 heures, je pense. Hein, quand même. Pour faire les deux... Pour 20 et 24 heures. Pour faire la dernière couche. Couche de finition. Non, non, pour les deux couches quand même. Hein. Pour les deux couches. Ouais, à peu près 24 heures. Donc c'est plus d'1 heure par mètre carré quand même. D'accord. Donc ça, c'est quand même assez long.